Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit, vous êtes sur D8. Ce soir, nous poursuivons la lecture d'un roman du 19e siècle qui n'a pas pris une seule ride. Les années passent, mais le génie reste. Nous retrouvons nos personnages Jean Valjean, Javert, Fantine, Marius ou encore Cosette dans Les Misérables de Victor Hugo. Merci beaucoup d'être avec nous et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. L'homme se ranimait tout en mangeant. Mon frère lui faisait boire de ce bon vin de mauve dont il ne boit pas lui-même parce qu'il dit que c'est du vin cher. Mon frère lui disait tous ces détails avec cette gaieté aisée que vous lui connaissez, entremêlant ses paroles de façon gracieuse pour moi. Il est beaucoup revenu sur ce bon état de grurin, comme s'il eût souhaité que cet homme comprît, sans le lui conseiller directement et durement, que ce serait un asile pour lui. Une chose m'a frappée. Cet homme était ce que je vous ai dit. Eh bien, mon frère, pendant tout le souper, ni de toute la soirée à l'exception de quelques paroles sur Jésus quand il est entré, n'a pas dit un mot qui pût rappeler à cet homme qui il était, ni apprendre à cet homme qui était mon frère. C'était bien une occasion en apparence de faire un peu de sermon et d'appuyer l'évêque sur le galérien pour laisser la marque du passage. Il eût paru peut-être à un autre que c'était le cas, ayant ce malheureux sous la main, de lui nourrir l'âme en même temps que le corps et de lui faire quelques reproches assaisonnés de morale et de conseil, ou bien un peu de commisération avec exhortation de se mieux conduire à l'avenir. Mon frère ne lui a même pas demandé de quel pays il était, ni son histoire. Car dans son histoire, il y a sa faute, et mon frère semblait éviter tout ce qui pouvait l'en faire souvenir. C'est au point qu'à un certain moment, comme mon frère parlait des montagnards de Pontarlier, qui ont un doux travail près du ciel et qui, ajoutait-il, sont heureux parce qu'ils sont innocents, il s'est arrêté court, craignant qu'il n'eût dans ce mot qui lui échappait, quelque chose qui pût froisser l'homme. À force d'y réfléchir, je crois avoir compris ce qui se passait dans le cœur de mon frère. Il pensait sans doute que cet homme, qui s'appelle Jean Valjean, n'avait que trop sa misère présente à l'esprit, que le mieux était de l'en distraire et de lui faire croire, ne fût-ce qu'un moment, qu'il était une personne comme une autre, en étant pour lui tout ordinaire. N'est-ce pas là en effet bien entendre la charité ? N'y a-t-il pas, bonne madame, quelque chose de vraiment évangélique dans cette délicatesse qui s'abstient de sermons, de morale et d'allusions, et la meilleure pitié, quand un homme a un point douloureux, n'est-ce pas de n'y point toucher du tout ? Il m'a semblé que ce pouvait être là la pensée intérieure de mon frère. Dans tous les cas, ce que je ne puis dire, c'est que, s'il a eu toutes ces idées, il n'en a rien marqué. Même pour moi, il a été d'un bout à l'autre le même homme que tous les soirs, et il a soupé avec ce Jean Valjean du même air, et de la même façon qu'il aurait soupé avec M. Gédéon le prévôt ou avec M. le curé de la paroisse. Vers la fin, comme nous étions aux figues, on a cogné à la porte. C'était la mère Gerbaud avec son petit dans ses bras. Mon frère a baisé l'enfant au front et m'a emprunté 15 sous que j'avais sur moi pour les donner à la mère Gerbaud. L'homme, pendant ce temps-là, ne faisait pas grande attention. Il ne parlait plus et paraissait très fatigué. La pauvre vieille Gerbaud partit, mon frère a dit les grâces, puis il s'est tourné vers cet homme et il lui a dit « Vous devez avoir bien besoin de votre lit. » Madame Magloire a enlevé le couvert bien vite. J'ai compris qu'il fallait nous retirer pour laisser dormir ce voyageur, et nous sommes montés tous les deux. J'ai cependant envoyé Madame Magloire un instant, après porter sur le lit de cet homme une peau de chevreuil de la forêt noire qui est dans ma chambre. Les nuits sont glaciales et cela tient chaud. C'est dommage que cette peau soit vieille, tout le poil s'en va. Mon frère l'a acheté du temps qu'il était en Allemagne, à Tottlingen, près des sources du Danube, ainsi que le petit couteau à manche d'ivoire dont je me sers à table. Madame Magloire est remontée presque tout de suite.
Nous nous sommes mis à prier Dieu dans le salon où l'on étend le linge, et puis nous sommes rentrées chacune dans notre chambre sans nous rien dire. Chapitre 5. Tranquillité. Après avoir donné le bonsoir à ma sœur, Monseigneur bienvenu prit sur la table un des 2 flambeaux d'argent, remit l'autre à son hôte et lui dit « Monsieur, je vais vous conduire à votre chambre. » L'homme le suivit. Comme on a pu le remarquer dans ce qui a été dit plus haut, le logis était distribué de telle sorte que pour passer dans l'oratoire où était l'alcôve, ou pour en sortir, il fallait traverser la chambre à coucher de l'évêque. Au moment où il traversait cette chambre, Madame Magloire serrait l'argenterie dans le placard qui était au chevet du lit. C'était le dernier soin qu'elle prenait chaque soir avant de s'en aller coucher. L'évêque installa son hôte dans l'alcôve. Un lit blanc et frais y était dressé. L'homme posa le flambeau sur une petite table. « Allons, dit l'évêque, faites une bonne nuit. Demain matin, avant de partir, vous boirez une tasse de lait de nos vaches, tout chaud. »« Merci, monsieur l'abbé, dit l'homme. À peine eut-il prononcé ces paroles pleines de paix que tout à coup et sans transition, il y eut un mouvement étrange et qui eût glacé d'épouvante les 2 saintes filles si elles en eussent été témoins. Aujourd'hui même, il nous est difficile de nous rendre compte de ce qui le poussait en ce moment. Voulait-il donner un avertissement ou jeter une menace ? Obéissait-il simplement à une sorte d'impulsion instinctive et obscure pour lui-même ? Il se tourna brusquement vers le vieillard, croisa les bras, fixant sur son hôte un regard sauvage, et s'écria d'une voix rauque. « Ah ça, décidément, vous me logez chez vous, près de vous, comme cela ?» Il s'interrompit et ajouta avec un rire où il y avait quelque chose de monstrueux. « Avez-vous bien fait toutes vos réflexions ? Qui est-ce qui dit que je n'ai pas assassiné ?» L'évêque leva les yeux vers le plafond et répondit « Cela regarde le bon Dieu. » Puis gravement et remuant les lèvres comme quelqu'un qui prie ou qui se parle à lui-même, il dressa les 2 doigts de sa main droite et bénit l'homme qui ne se courba pas, et sans tourner la tête et sans regarder derrière lui, il rentra dans sa chambre. Quand l'alcôve était habillée, un grand rideau de serge tiré de part en part dans l'oratoire cachait l'autel. L'évêque s'agenouilla en passant devant ce rideau et fit une courte prière. Un moment après, il était dans son jardin, marchant, rêvant, contemplant, l'âme et la pensée tout entière à ces grandes choses mystérieuses que Dieu montre la nuit aux yeux qui restent ouverts. Quant à l'homme, il était vraiment si fatigué qu'il n'avait même pas profité de ses bons draps blancs. Il avait soufflé sa bougie avec sa narine à la manière des forçats et s'était laissé tomber tout habillé sur le lit où il s'était tout de suite profondément endormi. Minuit sonnait, comme l'évêque rentrait de son jardin dans son appartement. Quelques minutes après, tout dormait dans la petite maison. Chapitre 6. Jean Valjean. Vers le milieu de la nuit, Jean Valjean se réveilla. Jean Valjean était d'une pauvre famille de paysans de la Brie. Dans son enfance, il n'avait pas appris à lire. Quand il eut l'âge d'homme, il était émondeur à Faverolles. Sa mère s'appelait Jeanne Mathieu, son père s'appelait Jean Valjean ou Vlajean, sobriquet probablement et contradiction de voilà Jean. Jean Valjean était d'un caractère pensif sans être triste, ce qui est le propre des natures affectueuses. Somme toute, pourtant, c'était quelque chose d'assez endormi et d'assez insignifiant, en apparence du moins, que Jean Valjean. Il avait perdu en très bas âge son père et sa mère. Sa mère était morte d'une fièvre de lait mal soignée. Son père, émondeur comme lui, s'était tué en tombant d'un arbre. Il n'était resté à Jean Valjean qu'une sœur plus âgée que lui, veuve avec 7 enfants, filles et garçons. Cette sœur avait élevé Jean Valjean, et tant qu'elle eut son mari, elle logea et nourrit son jeune frère. Le mari mourut. L'aîné des 7 enfants avait 8 ans, le dernier 1 an. Jean Valjean venait d'atteindre, lui, sa 25e année.
Il remplaça le père et soutint à son tour sa sœur qui l'avait élevé. Cela se fit simplement, comme un devoir, même avec quelque chose de bourru de la part de Jean Valjean. Sa jeunesse se dépensait ainsi dans un travail rude et mal payé. On ne lui avait jamais connu de bon ami dans le pays, il n'avait pas eu le temps d'être amoureux. Le soir, il rentrait fatigué et mangeait sa soupe sans dire un mot. Sa sœur, mère Jeanne, pendant qu'il mangeait, lui prenait souvent dans son écuelle le meilleur de son repas, le morceau de viande, la tranche de lard, le cœur de chou, pour le donner à quelqu'un de ses enfants. Lui, mangeant toujours, penché sur la table, presque la tête dans sa soupe, ses longs cheveux tombant autour de son écuelle et cachant ses yeux, avait l'air de ne rien voir et laisser faire. Il y avait à Faverolles, pas loin de la chaumière Valjean, de l'autre côté de la ruette, une fermière appelée Marie-Claude. Les enfants Valjean, habituellement affamés, allaient quelquefois emprunter au nom de leur mère une pinte de lait à Marie-Claude qu'ils buvaient derrière une haie ou dans quelque coin d'allée, s'arrachant le pot, et si hâtivement que les petites filles s'en répandaient sur leurs tabliers et dans leurs goulottes. La mère, si elle eût su cette maraude, eût sévèrement corrigé les délinquants. Jean Valjean, brusque et bougon, payait en arrière de la mère la pinte de lait à Marie-Claude, et les enfants n'étaient pas punis. Il gagnait dans la saison de l'émondage 24 sous par jour, puis il se louait comme moissonneur, comme manœuvre, comme garçon de ferme bouvier, comme homme de peine. Il faisait ce qu'il pouvait. Sa sœur travaillait de son côté, mais que faire avec 7 petits-enfants? C'était un triste groupe que la misère enveloppa et étreignit peu à peu. Il arriva qu'un hiver fut rude. Jean n'eut pas d'ouvrage. La famille n'eut pas de pain. Pas de pain. À la lettre, 7 enfants. Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église, à Faverolles, se disposait à se coucher lorsqu'il entendit un coup violent dans la devanture grillée et vitrée de sa boutique. Il arriva à temps pour voir un bras passer à travers un trou fait d'un coup de poing dans la grille et dans la vitre. Le bras saisit un pain et l'emporta. Isabeau sortit en hâte. Le voleur s'enfuyait à toutes jambes. Isabeau courut après lui et l'arrêta. Le voleur avait jeté le pain, mais il avait encore le bras ensanglanté. C'était Jean Valjean. Ceci se passait en 1795. Jean Valjean fut traduit devant les tribunaux du temps pour vol avec effraction la nuit dans une maison habitée. Il avait un fusil dont il se servait mieux que tireur au monde. Il était quelque peu braconnier, ce qui lui nuisit. Il y a contre les braconniers un préjugé légitime. Le braconnier, de même que le contrebandier, côtoie de fort près le brigand. Pourtant, disons-le en passant, il y a encore un abîme entre ces races d'hommes et le hideux assassin de ville. Le braconnier vit dans la forêt, le contrebandier vit dans la montagne ou sur la mer. Les villes font des hommes féroces parce qu'elles font des hommes corrompus. La montagne, la mer, la forêt font des hommes sauvages. Elles développent le côté farouche, mais souvent sans détruire le côté humain. Jean Valjean fut déclaré coupable. Les termes du code étaient formels. Il y a dans notre civilisation des heures redoutables. Ce sont les moments où la pénalité prononce un naufrage. Quelle minute funèbre que celle où la société s'éloigne et consomme l'irréparable abandon d'un être pensant. Jean Valjean fut condamné à 5 ans de galère. Le 22 avril 1796, on cria dans Paris la victoire de Menottes, remportée par le général en chef de l'armée d'Italie, que le message du directoire aux 500, du 2 Floréal Anne IV, appelle Bonaparte. Ce même jour, une grande chaîne fut ferrée à Bicêtre. Jean Valjean fit partie de cette chaîne. Un ancien guichetier de la prison, qui a près de 90 ans aujourd'hui, se souvient encore parfaitement de ce malheureux qui fut ferré à l'extrémité du 4e cordon, dans l'angle nord de la cour. Il était assis à terre comme tous les autres. Il paraissait ne rien comprendre à sa position, sinon qu'elle était horrible.
Pardon, je ne sais plus où j'en suis. Voilà, pardon. Il est probable qu'il y démêlait aussi, à travers les vagues idées d'un pauvre homme ignorant de tout, quelque chose d'excessif. Pendant qu'on rivait à grands coups de marteau derrière sa tête le boulon de son carcan, il pleurait, les larmes l'étouffaient, elles l'empêchaient de parler, il parvenait seulement à dire de temps en temps « J'étais émondeur à Faverolles ». Puis, tout en sanglotant, il élevait sa main droite et l'abaissait graduellement 7 fois, comme s'il touchait successivement 7 têtes inégales, et par ce geste, on devinait que la chose quelconque qu'il avait faite, il l'avait faite pour vêtir et nourrir 7 petits-enfants. Il partit pour Toulon. Il y arriva après un voyage de 27 jours, sur une charrette, la chaîne au cou. À Toulon, il fut revêtu de la casaque rouge. Tout s'effaça de ce qui avait été sa vie, jusqu'à son nom. Il ne fut même plus Jean Valjean. Il fut le numéro 24 601. Que devint la sœur? Que devinrent les 7 enfants? Qui est-ce qui s'occupe de cela? Que devint la poignée de feuilles du jeune arbre scié par le pied? C'est toujours la même histoire. Ces pauvres êtres vivants, ces créatures de Dieu, sans appui désormais, sans guide, sans asile, s'en allèrent au hasard, qui sait même, chacun de leur côté peut-être, et s'enfoncèrent peu à peu dans cette froide brume où s'engloutissent les destinées solitaires, mornes ténèbres où disparaissent successivement tant de têtes infortunées dans la sombre marche du genre humain. Ils quittèrent le pays. Le clocher de ce qui avait été leur village les oublia. La borne de ce qui avait été leur champ les oublia. Après quelques années de séjour au bagne, Jean Valjean lui-même les oublia. Dans ce cœur où il y avait une plaie, il y eut une cicatrice. Voilà tout. À peine, pendant tout le temps qu'il passa à Toulon, entendit-il parler une seule fois de sa sœur. C'était, je crois, vers la fin de la 4e année de sa captivité. Je ne sais plus par quelle voie ce renseignement lui parvint. Quelqu'un qui les avait connus au pays avait vu sa sœur. Elle était à Paris. Elle habitait une pauvre rue près de Saint-Sulpice, la rue du Gindre. Elle n'avait plus avec elle qu'un enfant, un petit garçon. Le dernier. Où étaient les 6 autres? Elle ne le savait peut-être pas elle-même. Tous les matins, elle allait à une imprimerie rue du Sabot, numéro 3, où elle était plieuse et brocheuse. Il fallait être là, à 6 heures du matin, bien avant le jour de l'hiver. Dans la maison de l'imprimerie, il y avait une école. Elle menait à cette école son petit garçon qui avait 7 ans. Seulement, comme elle entrait à l'imprimerie à 6 heures et que l'école n'ouvrait qu'à 7, il fallait que l'enfant attendît, dans la cour, que l'école ouvrît. 1 heure, l'hiver, 1 heure de nuit, en plein air. On ne voulait pas que l'enfant entrât dans l'imprimerie parce qu'il gênait, disait-on. Les ouvriers voyaient le matin en passant ce pauvre petit être sur le pavé, tombant de sommeil et souvent endormi dans l'ombre, accroupi et plié sur son panier. Quand il pleuvait, une vieille femme, la portière, en avait pitié. Elle le recueillait dans son bouge où il n'y avait qu'un grabat, un rouet et 2 chaises en bois, et le petit dormait là, dans un coin, se serrant contre le chat pour avoir moins froid. À 7 heures, l'école ouvrait et il y entrait. Voilà ce qu'on dit à Jean Valjean. On l'en entretint un jour, ce fut un moment, un éclair, comme une fenêtre brusquement ouverte sur la destinée de ces êtres qu'il avait aimés, puis tout se referma. Il n'en entendit plus parler, et ce fut pour jamais. Plus rien n'arriva d'eux à lui, jamais il ne les revit, jamais il ne les rencontra, et dans la suite de cette douloureuse histoire, on ne les retrouvera plus. Vers la fin de cette 4e année, le tour d'évasion de Jean Valjean arriva. Ses camarades l'aidèrent comme cela se fait dans ce triste lieu. Il s'évada. Il erra 2 jours en liberté dans les champs. Si c'est être libre que d'être traqué, de tourner la tête à chaque instant, de tressaillir au moindre bruit, d'avoir peur de tout, du toit qui fume, de l'homme qui passe, du chien qui aboie, du cheval qui galope, de l'heure qui sonne, du jour parce qu'on voit, de la nuit parce qu'on ne voit pas, de la route, du sentier, du buisson, du sommeil.
Le soir du second jour, il fut repris. Il n'avait ni mangé ni dormi depuis 36 heures. Le tribunal maritime le condamna pour ce délit à une prolongation de 3 ans, ce qui lui fit 8 ans. La 6e année, ce fut encore son tour de s'évader. Il en usa, mais il ne put en consommer sa fuite. Il avait manqué à l'appel. On tira le coup de canon et à la nuit, les gens de ronde le trouvèrent caché sous la quille d'un vaisseau en construction. Il résista aux gardes chiourmes qui le saisirent. Évasion et rébellion. Ce fait prévu par le Code spécial fut puni d'une aggravation de 5 ans, dont 2 ans de double chaîne. 13 ans. La 10e année, son tour revint, il en profita encore. Il ne réussit pas mieux. 3 ans pour cette nouvelle tentative. 16 ans. Enfin, ce fut, je crois, pendant la 13e année qu'il essaya une dernière fois et ne réussit qu'à se faire reprendre après 4 heures d'absence. 3 ans pour ces 4 heures. 19 ans. En octobre 1815, il fut libéré. Il était entré là en 1796 pour avoir cassé un carreau et pris un pain. Place pour une courte parenthèse. C'est la seconde fois que, dans ses études sur la question pénale et sur la damnation par la loi, l'auteur de ce livre rencontre le vol d'un pain comme point de départ du désastre d'une destinée. Claude Gueux avait volé un pain, Jean Valjean avait volé un pain. Une statistique anglaise constate qu'à Londres, 4 vols sur 5 ont pour cause immédiate la faim. Jean Valjean était entré au bagne sanglotant et frémissant, il en sortit impassible. Il y était entré désespéré, il en sortit sombre. Que s'était-il passé dans cette âme? Chapitre 7. Le dedans du désespoir. Essayons de le dire. Il faut bien que la société regarde ces choses puisque c'est elle qui les fait. Nous l'avions dit, un ignorant. Mais ce n'était pas un imbécile. La lumière naturelle était allumée en lui. Le malheur, qui a aussi sa clarté, augmenta le peu de jour qu'il y avait dans cet esprit. Sous le bâton, sous la chaîne, au cachot et à la fatigue, sous l'ardent soleil du bagne, sur le lit de planche des forçats, il se replia en sa conscience et réfléchit. Il se constitua tribunal. Il commença par se juger lui-même. Il reconnut qu'il n'était pas un innocent injustement puni. Il s'avoua qu'il avait commis une action extrême et blâmable. Qu'on ne lui eût pu peut-être pas refuser ce pain s'il l'avait demandé, que dans tous les cas, il eût mieux valu l'attendre, soit de la pitié, soit du travail. Que ce n'est pas tout à fait une raison sans réplique de dire « peut-on attendre quand on a faim ?» Que d'abord, il est très rare qu'on meure littéralement de faim, ensuite que, malheureusement ou heureusement, l'homme est ainsi fait qu'il peut souffrir longtemps et beaucoup, moralement et physiquement, sans mourir. Qu'il fallait donc de la patience, que cela eût mieux valu, même pour ses pauvres petits-enfants, que c'était un acte de folie, à lui, malheureux homme chétif, de prendre violemment au collet la société tout entière et de se figurer qu'on sort de la misère par le vol, que c'était, dans tous les cas, une mauvaise porte pour sortir de la misère que par celle où l'on entre dans la famille, enfin qu'il avait eu tort. Puis il se demanda s'il était le seul qui avait eu tort dans sa fatale histoire. Si d'abord, ce n'était pas une chose grave qu'il eût, lui, travailleur, manqué de travail, lui, laborieux, manqué de pain. Si, ensuite, la faute commise et avouée, le châtiment n'avait pas été féroce et outré. S'il n'y avait pas plus d'abus de la part de la loi dans la peine qu'il n'y avait eu d'abus de la part du coupable dans la faute. S'il n'y avait pas excès de poids dans un des plateaux de la balance, celui où est l'expiation. Si la surcharge de la peine n'était point l'effacement du délit et n'arrivait pas à ce résultat, de retourner la situation, de remplacer la faute du délinquant par la faute de la répression, de faire du coupable la victime et du débiteur le créancier, et de mettre définitivement le droit du côté de celui-là même qui l'avait violé. Si cette peine compliquait des aggravations successives pour les tentations d'évasion,
pour les tentatives d'évasion ne finissait pas par être une sorte d'attentat du plus fort sur le plus faible, un crime de la société sur l'individu, un crime qui recommençait tous les jours, un crime qui durait 19 ans. Nous poursuivrons le chapitre 7 de ce deuxième livre, Les Misérables, de Victor Hugo, dans un prochain numéro de Voyage au bout de la nuit. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et à très bientôt sur Les 8.